laisser enregistrer. Pour l'instant, on en a bien. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, bonjour à tout le monde. On va se donner 2-3 minutes histoire que le reste se connecte. Pour l'instant, on est à 66 participants. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Ok. Alors, le principe, c'est que je vais vous couper les sons à vous. Et en fait, vous aurez la possibilité de lever une main quand vous avez une question. Ça marche? Ça marche. Alors, attendez, muez tous. Donc là, je vais vous couper pour pas qu'on ait de retour son et vous aurez la possibilité de parler après. Je vous dis bonjour tout de suite. Alors, attends, muez tous. Les micros de bassin seront coupés. Continuez. Ok, donc vous êtes tous muets. Et moi, je ne suis pas muet. Donc pour l'instant, on en a 69 participants. 70. C'est bien. Attends, je fais une photo pour... je fais une photo pour... ok. Alors, ce cours, en fait, il va être fait en deux parties. Vous allez avoir en fait une partie qui va être faite pour, qui ça m'a été demandé par votre administration, pour les quatrièmes. Après avoir réflexion, on va vous faire un cours pour les quatrièmes pendant 2 heures où je vais vous faire une présentation en fait du travail qu'on fait en neuro-ostéopathie. Et ensuite, ce sera un cours qui sera essentiellement pour les cinquièmes autour du sujet de la génomique. On va vous faire je vous expliquerai comment interpréter en fait un dossier en génomique. Et ensuite, on terminera avec un petit cours de sémiologie qui me semble être une base importante, une matière importante pour les ostéopathes. Et c'est là-dessus où souvent vous pêchez. C'est pour ça que c'est important de pouvoir travailler dessus. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Le pouce? Bien, top. Alors, encore une fois, ce cours-là, il a déjà été fait pour les cinquièmes, mais c'est la grande difficulté d'avoir les quatrièmes et les cinquièmes. Donc, premier cours, surtout pour les quatrièmes. Deuxième cours, surtout pour les cinquièmes. Mais comme vous y êtes de toute manière conviés, vous pouvez assister aux deux sans problème, en sachant qu'on refera sûrement un cours la semaine prochaine. Ça vous sera présenté par Lionel ou par Mathilde la semaine prochaine. On conviendra d'un rendez-vous. Alors, 79, on y va. Alors, attends. C'est parti. C'est chiant. Voilà, bien. Alors, donc je me présente pour les quatrièmes. Je m'appelle Frédéric Gay, je suis ostéopathe, je suis français. Je travaille depuis une quinzaine d'années en Espagne et je vais vous présenter un peu le travail qu'on fait en Espagne autour de la prise en charge de patients handicapés. Le but en fait de ce cours-là, c'est de vous sensibiliser aux problèmes du handicap et surtout faire en sorte que quand vous allez ouvrir en fait d'ici à 2 ans pour les quatrièmes et d'ici à juin-juillet pour les cinquièmes qui auront passé avec succès leur examen, vous pourrez recevoir en fait des patients handicapés en comprenant exactement quel est le rôle de l'ostéopathe. Parce que bien souvent, quand vous ouvrez votre porte à un patient handicapé, vous ne savez pas forcément qu'est-ce que vous devez lui proposer. Et souvent, j'ai des retours de patients qui me disent, voilà, mon ostéopathe me dit de venir 1 ou 2 fois dans l'année. Or, c'est souvent des patients qui, dû à leur problème de contrôle moteur, chutent. Donc, c'est à vous de checker régulièrement, en fait, la tête de vos patients
et souvent se tordent les chevilles. Donc, il y a un gros travail ostéopathique à faire. Et c'est le sujet en fait, de tout le cours qu'on fait au PEH, donc au pôle enfant handicapé de l'ISTEA, de Cergy, donc de votre école, de vous expliquer exactement quels sont les motifs de consultation que vous devez prendre en compte. Alors, nous, en fait, au sein de ma consultation qui s'appelle Méthode Sentis, on a différents rôles. Ça va être le traitement, on fait de la recherche du développement, on fait de l'orientation thérapeutique. L'orientation thérapeutique est très importante parce que c'est le premier job pour moi de l'ostéopathe, c'est de savoir orienter son patient. Nous ne sommes pas chirurgiens, nous ne sommes pas généticiens, nous ne sommes pas optométriciens. Et donc, c'est important de savoir où orienter et vous avez un rôle de conseil qui est primordial. On fait du consulting aussi pour des cliniques à l'étranger où on vient expliquer en fait notre méthodologie de travail, notre organisation de travail, qui est une organisation de par ma formation initiale d'ostéopathe comme vous, qui est holistique et qui aujourd'hui intéresse de plus en plus les cliniques dites classiques. Et on fait du training à l'étranger pour former les patients à différents types de techniques, que ce soit en kiné, en ostéopathie, en utilisation de certaines machines comme les ondes de choc radial pour la spasticité. J'espère que je vais pas trop vite. Alors, donc ça ici c'est le centre qu'on a à Barcelone, qui est un des plus grands, un des troisièmes plus grands au monde. On a sur le site plus de 2000 personnes, ce qui a fait qu'aujourd'hui, dû au coronavirus, on est bloqué à la maison parce qu'on peut pas être tous ensemble sur place. Mais bon. Alors, d'où proviennent nos patients? Nos patients proviennent du monde entier. On a plus de 20 nationalités qui sont représentées. Alors, j'attire votre attention aussi sur quelque chose qui est important. Il est super important que vous appreniez des langues et que vous vous mettiez aux langues parce qu'il y a de plus en plus de mobilité de gens et donc c'est important de parler au moins deux, trois langues pour pouvoir être plus performant dans votre travail. Ça, c'est les différents pays où on a pu faire des conférences, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Algérie, que ce soit en Chine, que ce soit dans les Émirats. Voilà. Alors là, je vous ai fait un petit dessin animé. Alors, vous avez à peu près 1 milliard de personnes dans le monde avec un handicap ou un problème moteur, ce qui est énorme en réalité, et qu'aujourd'hui, dû au vieillissement des gens et du nombre de problèmes en fait, de problèmes neurodégénératifs, vous allez vous retrouver de plus en plus face à des motifs de consultation qui vont tourner autour du handicap. D'où l'intérêt de vous intéresser en fait à ce monde-là, parce que vous serez de plus en plus sollicité dans ce domaine-là. Alors, on peut voir en fait qu'il y a différentes causes. On traite alors des enfants handicapés, mais on a aussi des adultes. On peut voir que les causes peuvent être centrales ou périphériques, avec des manques d'oxygène, avec des problèmes de saignement, par exemple, des problèmes d'origine génétique, des problèmes d'origine traumatique, des problèmes sur la moelle épinière, des problèmes périphériques. Les pathologies que nous traitons, alors on va s'occuper de patients qui souffrent de paralysie cérébrale, en anglais on dit cerebral palsy, et d'enfants qui ont des syndromes génétiques. On va regrouper les deux dans une case qu'on appelle les retards d'acquisition psychomotrice. Alors, quelles sont les pathologies qu'on a l'habitude de traiter? On a l'habitude de traiter les patients qui viennent donc avec des paralysies cérébrales, des patients âgés qui souffrent de Parkinson. On a la chance de travailler, on a un networking intéressant, que ce soit à Barcelone, que ce soit à Montpellier, à Guichoyac avec le professeur Koub, ou que ce soit avec l'équipe du docteur Giordano à Florence avec la Fondation Meyer. Ceux-ci s'occupent de chirurgie
par rapport au Parkinson. Donc, il y a un travail très intéressant à faire avec eux. On travaille avec des patients autistes, des Asperger, mais aussi avec des spectres autistiques. Ça représente à peu près 10% de la population. On fait des pré- et post-chirurgie du docteur Nazarov de myothénofasciotomie, qui est une chirurgie du fascia. Donc, quand vous avez une rétraction sur le bras, on vient ajourer avec un bistouri sous la peau, on vient ajourer le fascia qui s'est épaissi. On vient couper ce qu'on appelle des lignes hélicoïdales de non-extension, mais j'y reviendrai après. On fait des pré- et des post-chirurgie de chirurgie orthopédique du docteur Shaw à l'Institut Lanval, à l'hôpital Lanval de Nice et à IM2S de Monte-Carlo. On fait donc certains pré- et post-op de deep brain stimulation par rapport aux dyskinésies, donc tout ce qui est dystonie, ataxie, athétose dans certains cas. On a de plus en plus de patients qui font de la chirurgie de SDR, donc de rhizotomie dorsale sélective, qui est une chirurgie très à la mode, qui consiste, pour réduire la spasticité sur des patients diplégiques, de couper jusqu'à 85% des fibres de la colonne dorsale de la moelle épinière. C'est une chirurgie qui est, on va dire, contestée. C'est une chirurgie qui est compliquée parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'orienter sereinement les patients sur ce genre de chirurgie, mais on se retrouve avec une avalanche de patients qui vont aux États-Unis, qui vont en Allemagne, qui vont en Turquie se faire opérer. Et donc, à nous de savoir répondre et de les aider pour des préopératoires et des post-opératoires. On s'occupe de patients qui ont eu des troubles après la naissance ou des traumatismes de la voie publique. On s'occupe de patients qui ont eu des AVC. On s'occupe de patients qui ont des spina bifida ou des troubles de la queue de cheval. On a des patients qui viennent avec des problèmes de spasticité, d'ataxie, des paralysies faciales, des paralysies du trigéminal, des névralgies. On s'occupe de plagiocéphalie, de crâniosynostosis, de scoliose. On s'occupe de speech thérapie, de ear thérapie, donc tout ce qui est problème d'orthophonie et problème d'enfants qui ont des problèmes de communication. On fait de la préparation à la naissance. On s'occupe des postpartum. On est spécialisé, on a beaucoup de patients avec des syndromes de Rett, des syndromes d'Angelman, des Moat-Wilson, etc., etc. 2019, on était à 19 thérapies, 19 disciplines différentes avec 30 thérapistes et à peu près 36 000 visites à l'année. Les services que nous proposons sont des services de clinique, des services aussi adaptés, SNTIS Max pour les personnes âgées, lourdes. Donc on a des patients de plus de 140 kg, donc on a des services spécifiques pour ces gens-là. On fait de l'enseignement, on fait de la recherche et développement, on fait du consulting et on a aussi des systèmes de concierge pour des gens qui viendraient de pays lointains, qui auraient besoin d'un suivi very important people pour justement venir les chercher à l'aéroport, etc., etc. Bref, le concept du travail qu'on fait ici à Barcelone. On va s'intéresser, en réalité, ça c'est quelque chose en fait qui, je pense, est spécifique à l'ostéopathie. On va s'intéresser comment dirais-je, à ce qu'on appelle les paradigmes, les nouveaux paradigmes. Les nouveaux paradigmes, vous, quand vous sortez d'une école, on vous a enseigné à travailler d'une certaine manière et en réalité, ce qui peut être très perturbant pour vous, c'est de vous demander de remettre tout à plat. C'est-à-dire que vous avez besoin de ces connaissances au début de votre carrière parce que c'est votre fondation, c'est ce qui vous rend fort, et qu'aujourd'hui, on essaye simplement en fait, de vous expliquer qu'il est intéressant de prendre le patient avec des perspectives différentes pour essayer de proposer des choses différentes. Donc, c'est le concept de ce qu'on appelle le paradigme. Donc, sur un paradigme, là, j'ai pris l'exemple de l'iceberg, où vous voyez la partie visible de l'iceberg. Donc, le paradigme, ce serait vos connaissances, c'est ce que vous savez. Et le nouveau paradigme, c'est ce qu'il y a en dessous, c'est la partie invisible de l'iceberg. Donc là, on voit ici le pape faire un discours, et en réalité, quand on propose un paradigme, quand on le change,
on propose un nouveau paradigme. On se rend compte que finalement, ça peut être différent de ce qu'on nous a enseigné. Donc là, on voit que le pape, il fait du rap. Et en réalité, l'histoire, elle est un peu là. L'histoire, elle est que ce que je trouve génial avec l'ostéopathie, c'est que quand vous avez un patient qui vient vous voir avec un motif de consultation, s'il revient pour une deuxième visite et vous n'avez pas réussi à soulager le patient, cela vous force à vous réorienter, à retester pour proposer quelque chose de différent. Donc l'ostéopathie a cet avantage-là, que c'est une discipline qui nous impose cette gymnastique intellectuelle régulière pour éviter en fait de proposer toujours la même chose et surtout pour arriver à un résultat. Donc aujourd'hui, nous, ce qui est proposé en Espagne, c'est une prise en charge de patients avec des retards d'acquisition psychomotrice vus et du point de vue de l'ostéopathe. Donc là, vous voyez sur l'image, c'est ça, c'est que le poussin, tant qu'il était en son œuf, il pensait que la vie, c'était sa coquille. Et dès qu'il sort de là, il dit, tiens, c'est différent de ce que je pensais. Waouh, c'est un nouveau paradigme. Quand on parle de nouveau paradigme, en réalité, on parle d'une gymnastique intellectuelle. Moi, je le compare souvent à une pêche à la ligne où vous allez chercher, en fait, dans d'autres types de disciplines, une vision différente de comment vous percevez le patient. Donc, là, on appelle ça le paradigme scientifique. On se rend compte qu'il y a un tas de connexions. Moi, j'aime bien prendre aussi l'image de la matrice, du film Matrix, où finalement, vous auriez une sorte de Rubik's Cube où vous seriez dedans et en fait, on va vous diviser et en fait, on va essayer d'aller dans des faces différentes en fait, du patient, dans certaines profondeurs, mais surtout, ce qui est intéressant dans la matrice, c'est que la matrice, elle est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que la matrice, elle descend comme ça, vous avez l'information qui descend, et donc on évolue, on a un facteur temps qui est intéressant. Donc l'idée, c'est qu'on puisse aller chercher dans les mathématiques, dans la physique, dans l'anthropologie, dans la phylogénétique, dans la génétique, dans la physique, etc., 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 en fait, des informations qui peuvent nous aider à mieux comprendre le patient. Alors, pour ce faire, ça, en fait, ce sont les différentes thérapies que nous avons rajoutées au fur et à mesure des 12 dernières années. C'est-à-dire que quand j'ai créé le centre avec mon épouse, on l'a créé en 2008, on a commencé avec 3 disciplines et on a rajouté au fur et à mesure des disciplines. Alors, la logique, elle est que vous avez ce qu'on appelle la théorie des 3 S, qui fait que c'est une théorie qui est appliquée dans l'économie, mais aussi dans le sport de haut niveau. Quand vous avez en fait proposé quelque chose en termes de rééducation ou en termes de sport, en fait, vous allez progresser, vous allez passer une marche. Si on ne vous propose pas quelque chose pour rebondir, pour repasser sur une marche du dessus, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez stagner. L'idée, c'est que, pour moi, le secret de la rééducation, c'est le fait de ne pas être satisfait. Si vous êtes satisfait de ce que vous proposez, vos patients vont stagner, vos patients ne progresseront plus. L'intérêt, il est que face à une problématique, c'est comme une voiture, si vous l'amenez chez un garagiste, il va vous dire, voilà, j'ai ça à faire, mais je ne suis pas spécialiste en peinture, il faudra remettre un coup de peinture. Pour que la voiture soit au top, on va vous orienter chez un peintre. Vous prenez un peintre et il fait la peinture chez vous. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de pouvoir rajouter des choses au fur et à mesure. C'est pour ça qu'en 2008, on avait de l'ostéopathie, la médecine traditionnelle chinoise. On a rajouté une année après de la kinésithérapie. En 2010, de la chirurgie. En 2011, de la génomique. En 2012, des traitements odontologiques. En 2013, on a commencé à s'intéresser aux réflexes archaïques. En 2014, une approche orthopédique. En 2015, tout ce qui était biofeedback et aussi eye tracking et neurostimulation auditive. 2016, tout ce qui était optométrie comportementale et la chirurgie orthopédique. 2017, on s'est intéressé à la réalité virtuelle et tout ce qui était communication facilitée. En 2018, on s'est intéressé à l'impact
des ondes de choc radiales pour essayer de limiter la nécessité de la chirurgie sur les fascias avec des ondes de choc radiales. J'ai breveté un système aussi pour travailler sur le système neurovégétatif des patients et réduire le facteur E et éviter d'être dans un phénomène de réflexe de combat chez les patients, mais j'y reviendrai après. En 2019, on a fait une publication scientifique sur les ondes de choc et 2020, cette année, c'est l'année où on s'occupe des seniors et aussi d'un nouveau paradigme autour des intelligences multiples de Gardner, Feuerstein et l'orientation pédagogique scolaire. J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, la chronologie. Alors, pour que vous compreniez un petit peu le cheminement, parce que ce cheminement-là, vous serez sûrement à un moment donné confronté. De 2000 à 2007, pour moi, l'ostéopathie, c'est en relation avec le sport de haut niveau. J'ai une formation spécifique avec les sportifs de haut niveau et j'ai commencé dans ce monde-là. Et rapidement, on m'a demandé de faire du consulting pour certaines émissions de golf sur Canal+. Et donc, je donnais mon avis en tant qu'ostéopathe sur des problématiques de ce qu'on appelle des technopathies, c'est-à-dire la tendinitite du coude du golfeur, les problèmes de genoux du golfeur, les problèmes d'entorse du golfeur, etc., etc. Rapidement, je me suis occupé de certains sportifs de haut niveau, comme David Nalbandian, qui était à l'époque numéro 4 à ATP, ou comme le champion du monde d'enduro, Ivan Cervantes. Je me suis rapidement occupé aussi d'enfants dans les centres de formation de la Masia et ensuite du Paris Saint-Germain, comme le joueur qui est en sub-19, Kaïs Satil, qui est en train d'exploser au Paris Saint-Germain. Je me suis occupé de joueurs aussi comme Jérémy Ménez au Milan, AC, et certains joueurs comme Pablo Moreno, qui aujourd'hui explose aussi à la Juve, et certains autres types de sports comme le windsurf. En 2008, j'ai commencé à m'intéresser à la neuro, tout simplement. Je ne crois pas au hasard. Je trouvais que les sportifs de haut niveau, c'était un peu chiant en réalité. Et on m'a demandé de m'occuper d'enfants handicapés et j'ai refusé au début, tout simplement parce que j'ai considéré qu'il fallait une équipe. Le lendemain, les mamans sont venues, une dizaine de mamans, en me demandant que c'était important de monter un centre à Barcelone. J'ai dit OK, sous la condition que ce soit un centre pluridisciplinaire. Donc, j'ai commencé cette aventure-là, j'ai greffé mon épouse et ensemble, on a monté un premier centre SNTIS en 2008. Et en fait, dans ce concept-là, le concept ostéopathique vous voyez, vous avez 3 phases, c'est musculo-squelettique, crânien, viscéral, et on a essayé de rajouter une partie neurologique qui était méconnue de notre part, et on savait traiter les névralgies, on savait essayer de soulager certains types de céphalées, certains problèmes de blocage vertébrale, mais la paralysie cérébrale et sur les atteintes du cerveau en lui-même, on n'avait jamais travaillé, en tout cas, je n'avais pas été formé là-dessus. Donc, la première année, la première chose qui pour nous était importante, c'était de comprendre qu'il fallait absolument verticaliser les enfants. J'étais choqué de voir que la plupart des protocoles qui étaient proposés pour les patients étaient des protocoles de gériatrie. C'est-à-dire que la plupart des enfants handicapés sont scotchés dans des fauteuils, voire des coques. Alors, on les laisse dans des coques toute la journée. Et la nuit, quand vous avez des scolioses, on leur remet encore des corsets très rigides. Et je me suis dit, ça va quand même à l'inverse de ce qu'on devrait faire. On devrait, comme dans certains pays, pouvoir être au sol, bouger. Et parce que le mouvement vous permet d'éliminer la stase, ça c'est un concept ostéopathique, de faire circuler la fameuse loi de l'artère. Et j'étais un peu choqué de voir qu'ils n'étaient jamais debout. Donc on a commencé à penser à des systèmes de verticalisation active. Pour aussi autre chose, c'est parce que j'étais aussi choqué de voir que les enfants, ils n'avaient pas accès au jeu. Une chose qui m'a choqué au tout début de ma carrière avec les enfants handicapés, c'est de voir que certains étaient capables de tenir ou avoir des opinions politiques à l'âge de 5-6 ans. J'étais surpris, je me dis tiens, c'est pas classique pour un gamin. En réalité, on m'a dit en fait, ils ont des opinions politiques tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas aller jouer avec les autres enfants et donc ils sont
bloqués avec les parents toute la journée. Et donc, bah, finalement, c'est comme ils vieillissent tout simplement parce qu'ils n'ont jamais accès au jeu. Donc, pour nous, c'était important d'essayer de développer des systèmes où on pouvait les verticaliser. Et on a commencé à développer des systèmes de rails attachés avec des systèmes d'élastique pour que les enfants puissent taper une partie de foot comme sur l'image que vous avez ici, où vous avez deux sœurs algériennes qui n'avaient jamais joué au foot, qui sont handicapées. Et donc l'idée, elle était là. L'idée, c'est de se dire, OK, on va essayer de les mettre debout pour qu'elles puissent bouger. Et l'idée qui est intéressante en réalité, c'est que dans une approche pluridisciplinaire, nous, en tant qu'ostéopathe, vous mettez par exemple une articulation en place, le patient va revenir en vous disant, bon, c'est mieux, machin et tout. Et quand vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire, il y a une demande d'un kiné qui va vous dire, voilà, j'ai ce problème-là sur, par exemple, je veux travailler sur une position sirène pour un patient. Je vois qu'il a du mal, la hanche, machin. Donc, on arrive, si vous voulez, à. C'est un peu comme un paddock dans une équipe de Formule 1 où finalement la voiture fait des tours, mais on vous la ramène au paddock parce qu'on entend un bruit bizarre. Et donc, l'ostéopathe, il est là pour remettre un certain nombre de choses. Les conditions climatiques changent, il faut changer les pneus. Donc là, on a l'orthopédiste qui va nous mettre des pneus pluie, on passe des slicks aux pneus pluie. La nuit tombe, on va demander finalement à l'optométriste de vérifier si la vision nocturne est bonne, etc., etc. Et en réalité, quand vous travaillez ensemble, c'est beaucoup plus facile d'arriver à affiner, si vous voulez, la prise en charge et donc d'avoir des résultats. Deuxième chose qui est importante, mais ça me paraît tout à fait logique, c'est que alors que vous avez des patients qui viennent avec des lésions cérébrales, les enfants sont orientés très tard chez l'ostéopathe. C'est-à-dire que j'ai des enfants qui viennent à l'âge de 6-7 ans, ils n'ont jamais vu d'ostéopathe. Aucun médecin n'a conseillé de visite chez l'ostéopathe. C'est ce qui a motivé aussi cette création du pôle enfant handicapé pour passer de l'information, parce que c'est important que vous puissiez, vous, prendre en charge des enfants qui ont eu des cordons autour du cou, vous occuper alors, si un enfant, dans certains cas, vous avez des césariennes parce que l'enfant est bloqué, pour avoir des compressions crâniennes importantes. Donc, à vous de pouvoir prendre les enfants, mais le plus tôt possible, et pouvoir vous intégrer au sein d'une équipe pluridisciplinaire, mais de ne pas être le dernier couteau systématique de ces équipes. Alors, une chose qui est importante aussi, c'est que au tout début de ma carrière, en 2008, j'ai été rapidement surpris en fait du nombre de cas qui venaient consulter. Et surtout, ce qui m'a le plus surpris, c'est d'être confronté à des problématiques orthopédiques très lourdes. C'est-à-dire que là, je me rappelle d'un cas, c'était à Naples, où finalement, la demande de la maman, donc elle m'amène son enfant avec une agénésie de certains os au niveau de la cheville et me demande si je considère qu'une amputation soit nécessaire. Alors, autant vous dire que nous sommes formés pour un certain nombre de choses, mais pas pour donner notre avis sur une amputation. Et là, si vous voulez, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'on avait absolument besoin d'avoir autour de nous des spécialistes qui prendraient le relais et l'importance d'avoir un bon networking qui nous permet de donner les bons conseils. C'est-à-dire que là, ici, moi, je n'ai pas mon avis à donner sur une amputation. Mon avis, ou mon travail, c'est d'orienter chez un spécialiste qui, lui, donnera les conseils adéquats. Donc, dans les problèmes orthopédiques importants auxquels j'ai pu être confronté, là, vous avez une chirurgie importante sur un enfant en Roumanie d'une spina bifida. Donc là, on se rend compte aussi de la problématique que vous allez avoir. Comment vous, face à un patient comme celui-ci, vous allez pouvoir travailler au niveau vertébral. Quelles vont être les conséquences d'un tissu cicatriciel kéloïde qui va augmenter au fur et à mesure? Quelles vont être les douleurs, quelle va être la fonctionnalité, quelle est la prise en charge que vous pouvez faire face à des patients avec des chirurgies, certes nécessaires, mais très lourdes. C'est la même chose que quand les patients ont eu la nécessité d'avoir la mise en place d'une tige d'Harrington au niveau d'une colonne vertébrale,
qu'est-ce que vous faites en ostéopathie? Quelles sont les conséquences viscérales d'une limitation de mobilité aussi drastique? Donc là, c'est pareil. Là, c'est des scolioses qui sont... alors, moi, je vous raconte une anecdote. J'ai reçu il y a 3 semaines en Roumanie une patiente avec un dos tout à fait droit, sans aucune scoliose. Et la maman me disait, bah, bon, ma fille, elle a une scoliose, je la mets debout, je la demande de se pencher en avant. La colonne était droite, il n'y avait pas de gibbosité, la radio était nickel, bah, rien. Elle me dit, mais elle a une scoliose. Alors, je dis, attendez, bougez pas, je vais vous montrer ce que c'est qu'une scoliose. Ça, c'est une scoliose. Là, vous avez un enfant, il faut absolument arriver à trouver quelque chose pour diminuer en fait l'influence céphalique caudale et ascendante, parce que c'est la réunion de deux forces qui fait qu'on a une torsion en fait de cette colonne qui est évolutive et avec la croissance qui va s'empirer si on ne prend pas les bonnes décisions. Donc là, en fait, vous voyez une scoliose chez un enfant qui est souvent aggravée par la mise en place d'une plaque pour une ostéotomie, tout simplement parce que j'ai un décalage et une adaptation de la colonne par rapport à ça. Et en fait, vous vous rendez compte que si vous regardez sur l'écran, sur le carré, vous avez une rotation à plus de 90 degrés des vertèbres. Donc là, c'est pareil. Ça nous ramène aussi à un autre concept intéressant en ostéopathie, c'est que arrêtez de penser que tout doit être droit. Nous vivons en torsion. Vous avez un concept intéressant qui fait que dans l'hémisphère nord, l'eau tourne dans un certain sens dans un siphon et dans l'hémisphère sud dans un autre. Et en réalité, nous, ce qu'on fait en termes de gravité, c'est de lutter contre la gravité. Donc, on lutte contre cette aspiration en fait vers le bas en donnant une latéroflexion d'un côté et une rotation du côté opposé, ce qui est la première loi de Frayet, qui est une loi ostéopathique. On continue, c'est pareil, vous avez des cas orthopédiques très lourds. Qu'est-ce que vous faites sur un récurvatum aussi important où finalement les ligaments croisés sont particulièrement abîmés? Comment est-ce que vous faites? Vous avez un pied échinovarus très développé, de la fibrose, une agénésie musculaire très importante, un problème de hanche que vous pouvez regarder à côté de sa main où vous avez une luxation, on peut voir comment dirais-je, le trochanter en fait qui devient très saillant parce que j'ai pas du tout de muscle autour de ce trochanter. Et donc, face à des patients qui ont ce genre de complications, qu'est-ce que vous faites en ostéopathie? Là, on a un autre cas. Avec un cas, c'est un adulte. Pareil, c'est un cas très dégradé. C'est un patient qui a des douleurs. Et en fait, ça nous ramène aussi à un autre concept, c'est que vous, en réalité, vous n'êtes pas là pour travailler, en tout cas, on travaille avec quelqu'un pour les 30 prochaines années. Donc, nous, notre objectif, c'est d'expliquer en fait au patient qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter d'avoir des douleurs. Parce que ce patient-là, aujourd'hui, vous l'avez, il est comme ça. Dans 5 ou 10 ans, il va venir et il va vous dire, OK, maintenant, j'ai d'autres types de douleurs. Est-ce que vous pouvez me soulager? Et il nous arrive parfois de ne pas pouvoir soulager un patient. Et là, on arrive dans des complications de suivi ostéopathique assez compliquées. Là, c'est pareil. Vous avez, quand il vous manque des parties, quand vous avez des agénésies, c'est assez compliqué. Donc en 2009, on a rajouté en fait, on a eu besoin de l'aide de kinés, donc on a rajouté des kinés. Donc ça, c'est une partie de mon équipe de kinés qui est ici. Et en fait, l'équipe de kiné, avec eux, on a développé des systèmes de suivi en fait, pour faire de la gym. Et on fait du suivi, notamment à la maison, avec un certain nombre d'exercices, des fiches, pour que les patients puissent continuer le travail et que leur kiné puisse comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux pour avoir une routine de travail, que ce soit au sol, que ce soit debout, que ce soit avec les réflexes archaïques, etc., etc. En 2011, on s'est intéressé à la génomique. Ça fera partie en fait de la deuxième partie du cours à partir de 11 heures pour ceux qui veulent y assister, qui est un cours qui est beaucoup plus technique. C'est pour ça que je le fais en deuxième partie. Donc la génomique, c'est tout simplement, en fait, pour en parler deux mots, c'est quand vous vous intéressez en fait à des facteurs multifactoriels et des facteurs médio-ambientaux, où on va s'intéresser notamment
à l'expression de certains gènes et justement, on va s'intéresser au terrain du patient pour essayer de mieux comprendre certaines réactions, mieux comprendre comment le patient peut éliminer certains métaux lourds, quels sont les déséquilibres sur ses neurotransmetteurs, quelle va être sa réponse par rapport au stress oxydatif, etc., etc. Donc, c'est la différence entre une approche syndromique et une approche multifactorielle. Alors, l'odontologie, c'est un facteur qui est important. On a rajouté ça en 2012 avec notre dentiste Patricia. Parce que, attends, je vais faire ça, ça sera content. Bouge pas. On va voir qu'elle bosse pas, mais elle bosse. Et tout simplement, alors, ce qui est intéressant en fait avec ça, c'est que une des problématiques que vous allez avoir avec les bouches des patients que vous allez recevoir, ça va être que où il y a une prise en charge tôt qui va être faite sur vos patients, qui va permettre notamment une certaine expansion du palais et on va dire le réveil de la pointe de la langue. Je vais vous expliquer pourquoi elle est endormie. Et qui nous permet d'avoir une tricuspidie, une occlusion normale, où on va se retrouver avec des problèmes dentaires assez importants, comme vous pouvez voir ici sur l'image. Alors, pourquoi on se retrouve avec une occlusion ouverte? Quand le patient va vouloir fermer, il ne peut pas fermer la bouche. Ça nous ramène en fait à un concept très simple, c'est le concept de naissance. Durant la naissance, qu'est-ce que c'est que la naissance? La naissance, en réalité, c'est un moment de connexion pour certains réflexes archaïques, mais aussi de connexion au niveau de certains mécanorécepteurs. Donc, la vraie question, donc la question qu'on pose toujours, c'est pourquoi une tête aussi grosse passe par un endroit aussi petit? Alors, une tête aussi grosse passe par un endroit aussi petit pour une raison toute simple, tout simplement parce qu'elle a besoin en fait de gagner en fait du punch. Elle a besoin d'être conformée. Je le compare à une pâte à pizza. Si vous prenez les ingrédients d'une pâte à pizza, vous mettez de la farine, vous mettez de la levure, vous mettez un peu d'huile d'olive, vous mettez du sel et vous mélangez un tout petit peu, la pâte elle va pas pousser. Si maintenant vous malaxez en fait la pâte pendant un certain temps, au bout d'un moment, si vous voulez, la pâte, elle va retransmettre cette énergie cinétique qui est accumulée vers le centre pour ensuite pousser dans les tremplins en trois axes. Mais là, c'est la même chose. Donc, vous me direz, mais alors, je ne comprends pas parce que si c'est une connexion, qu'est-ce qui se connecte? Alors, la première chose qui va se connecter, c'est quand l'enfant va commencer à sortir, il va connecter la zone ici qui correspond à la zone de la glande pinéale. La glande pinéale a un rôle très important dans l'équilibre au niveau hormonal et des cycles notamment nictéméraux, jour-nuit, etc., etc. Donc, en fait, là, quand l'enfant commence à sortir, il a une compression importante à ce niveau-là, au niveau de la pinéale. Et si vous voulez, c'est comme si on était en train de connecter, en fait, comme des interrupteurs. Là, on dit, voilà, là, je connecte la pinéale. Quand je commence à aller vers l'arrière, ici, vous avez le dermatome des ganglions cervicales supérieurs qui s'occupent de l'innervation de la glande pinéale. Et je vais avoir ici devant, je vais avoir le nerf facial. Alors, le nerf facial, il est important parce qu'un de ses grands rôles, ça va être l'innervation d'un certain nombre de glandes salivaires importantes parce qu'au moment de la première tétée, quand l'enfant va sortir, il a absolument besoin de prédigérer rapidement le sucre qui puisse passer rapidement et être utilisable rapidement. Donc, on a besoin en fait que les glandes salivaires soient connectées. Ensuite, quand vous commencez en fait à ce que l'enfant soit dégagé, vous passez de plus en plus comme ça. Et quand vous commencez à avoir une compression sur le reste du visage, vous avez ici en fait les trois parties du nerf trigéminal, 5.1, 5.2, 5.3, ophtalmique de Willis, maxillaire supérieur et maxillaire inférieur, qui ont besoin d'être connectés. Alors en fait, ces connexions, à quoi elles nous servent? Elle nous sert à la mastication, elle nous sert aussi à la préhension. Vous avez une relation directe entre le réflexe palmaire et le réflexe cardinal et aussi le réflexe de Moreau. Donc, on appelle ça, en médecine chinoise, on appelle ça la gueule du dragon. Et en réalité, il y a une relation directe entre l'occlusion et la préhension. Donc, si j'ai un problème d'occlusion, je vais avoir un problème
de préhension. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup d'enfants qui ont des mains qui sont bloquées parce qu'il n'y avait pas eu de connexion correcte. Si vous voulez libérer la main, il faut libérer la bouche. Si vous voulez libérer la bouche, il faut libérer la main. Les deux vont ensemble. Bien. Alors là, vous me direz, je ne comprends pas. Parce que là, vous êtes en train de me dire que l'enfant, sur une naissance par voix basse, il va avoir ses connexions. Deux questions. Pourquoi les enfants qui sont nés par césarienne n'ont pas ces problèmes-là dans certains cas? Et pourquoi les enfants qui sont nés par voie basse auraient ces problèmes? Première question, la vie étant bien faite, on a dans la vie des sortes d'anastomose de stratégie, c'est-à-dire que c'est une formule, ça veut dire qu'en gros, si un enfant est né par césarienne, ensuite il va être en contact avec le sein de sa mère, il va être en contact sur le sol, et donc vous allez avoir ces compressions qui vont lui être proposées. Et un enfant qui serait né par voie basse, en réalité, le vrai problème, c'est pourquoi les connexions ne se font pas, tout simplement parce que vous avez eu un facteur E, un facteur stress très important qui a fait qu'il a dû prioriser un certain nombre de choses. Il n'était pas dans le moment présent. Si un enfant, vous le strangulez, il a 3 tours de cordon autour du cou, il ne va pas être sur le moment présent, il va être dans « il faut que je survive ». Donc, vous avez beau eu avoir les compressions de ces nerfs-là, les nerfs ne se sont pas activés correctement. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Si mon nerf trigéminal ne s'est pas activé correctement, on va se rappeler, en fait, sur le territoire de l'innervation de la langue, vous avez à la pointe, vous avez un tiers, deux tiers, et on va être sur la pointe 5, 7 et 9. Donc 5, 7 et 9. Si la pointe de la langue ne s'est pas activée, je vais avoir un enfant en fait qui ne sent pas la pointe de la langue. C'est pour ça que la plupart du temps, vous vous retrouvez avec des enfants, quand ils pleurent, ils ont une langue qui n'est pas tonique, mais qui est surélevée. Ça va vous donner donc un problème de sensibilité. L'enfant ne sent pas sa langue. Qu'est-ce qu'il va faire s'il ne sent pas sa langue? Sa langue, comme il ne la sent pas, il est obligé de la dégager pour pouvoir déglutir et pouvoir respirer. Et donc, il va la pousser. Quand il va la pousser, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déformer en fait les dents du dessus pour dégager en fait. Et donc, vous allez retrouver, comme à l'image, avec une occlusion dite ouverte. On appelle ça en anglais overbite. Ça va vous donner aussi des problèmes de déglutition atypique, tout simplement parce que si vous ne sentez pas la langue, le rôle de la langue, c'est de balayer la nourriture au fur et à mesure qu'elle est mastiquée pour faire un bol. Et une fois que le bol il est préparé, vous mettez la pointe de la langue derrière les dents et vous faites un système de vagues comme ça, comme Shakira, paf, et en fait, ça vous permet de déglutir. Donc ça, c'est important. Il y a aussi un autre problème, c'est le problème sur la stimulation de la lèvre supérieure avec ce qu'on appelle les incompétences labiales. Alors, ça donne souvent des enfants avec des jolis sourires parce que c'est un petit peu comme ça, mais en réalité, simplement parce que le 5-2, il n'a pas été stimulé. Et ça, c'est super important que la bouche se ferme. Alors, j'attire votre attention. Donc là, vous voyez une radio d'un enfant avec des problèmes occlusifs assez importants, qui est suivi notamment à Cergy. Et là, je vous amène sur un article qui me semble être intéressant, qui est paru dans Neuroscience, dans le journal des neurosciences, sur en fait l'importance de la respiration nasale par rapport à l'apprentissage. En fait, cet article, il démontre que nous activons via la respiration nasale, nous activons des zones de la mémoire. S'il n'y a pas de respiration nasale, en fait, on n'active pas certaines zones de la mémoire. Ça veut dire quoi? Un enfant qui aura une occlusion ouverte qui ne pourrait pas fermer la bouche serait amené à respirer systématiquement par la bouche et donc ne plus respirer par le nez. Ça veut dire quoi? De facto, que ça se trouve, certains retards de l'enfant seraient dus non pas à la lésion cérébrale, mais serait quelque chose consécutif à un problème d'occlusion. D'où l'importance de travailler sur l'occlusion. Problème, encore une fois, je vous ai dit, le problème de la prise en charge, le problème du coût de cette prise en charge. Alors, notre réseau international. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on travaille avec le docteur Nazarov, qui est un chirurgien russe qui travaille sur la technique de myoténofasciotomie, qui consiste en fait à ajourer les fibres hélicoïdales de non-extension pour pouvoir libérer certaines articulations. Technique intéressante. Je commençais à faire des post-op chez lui à partir de 2010. Donc maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on collabore ensemble. Les résultats sont super intéressants. J'ai eu la chance de pouvoir avoir un certain nombre de chirurgies, de bien comprendre l'acte et le geste chirurgical.
Et c'est vrai que ça a été pour nous pendant de très nombreuses années une aide importante. Donc là, c'est une conférence qu'on avait fait avec le docteur Nazarov et Jean-Pierre Barral, qui est à côté de nous, et le docteur Guimberto, qui est avec la moustache à gauche, celui qui a fait toutes les vidéos super intéressantes sur la compréhension de la structure tridimensionnelle et la tenségrité au niveau des fascias. Grand bonhomme, j'ai eu la chance de faire des conférences avec eux, donc voilà. Le docteur Shaw, notre chirurgien orthopédique, qui pour nous est très important, c'est une pièce importante notamment par rapport aux patients adultes qui auraient pas forcément été bien orientés en termes de chirurgie orthopédique plus jeune, et aujourd'hui on se retrouve à devoir réorienter la chirurgie et devoir reprendre certaines chirurgies. Donc là, vous avez un patient qui a été opéré, un patient roumain. Donc on voit, il a une tétraparésie spastique. Et on voit que là, j'ai sur l'image de droite, j'ai un poignet qui est totalement bloqué, alors qu'on travaille avec de l'électrostimulation sur les muscles antagonistes pour essayer de soulager les fléchisseurs. On voit en fait la réaction des doigts, donc on voit qu'on arrive à activer le nerf simplement. J'ai un blocage articulaire à ce niveau-là qui fait que en fait, le poignet il n'arrive pas à bouger. Alors que sur l'autre main, alors, quand on fait la stimulation, en fait, la main elle arrive à aller en extension. Vous voyez? Donc cette main-là, en fait, elle est fonctionnelle en travaillant de l'électro et l'autre, elle est bloquée. Donc il faut aller intervenir sur cette main-là si on voulait essayer de récupérer la pince. Et donc il y a une chirurgie en fait qui est un peu lourde qui est faite, qui consiste à retirer en fait une ligne d'os au niveau du poignet, qui consiste en fait à, si vous avez la main qui est ici comme ça, on va désinsérer les extenseurs, on va les passer à travers en fait la membrane interosseuse. Vous faites passer en fait ces muscles-là, vous les désinsérez ici, vous les passez en dessous et vous les insérez ici sur les, pardon, vous insérez les fléchisseurs, vous insérez les fléchisseurs, vous les passez sur les extenseurs, histoire de pouvoir étirer en fait la main et de la mettre dans l'axe. Et une fois que vous avez fait une transposition musculaire des fléchisseurs sur les extenseurs, je me suis trompé avant, en fait on vient mettre une plaque ici pour bloquer que ça ne bouge pas. Et ça donne des résultats assez intéressants. Troisième type de chirurgie avec lequel on collabore régulièrement, c'est l'équipe du professeur Koub de l'Institut Guy de Chauliac à Montpellier, qui s'occupe de chirurgie cérébrale profonde, qui consiste à faire une stimulation en miroir de certains noyaux gris centraux pour pouvoir limiter les effets de ces problèmes en fait, de non-symétrie et faire en sorte de diminuer les effets de la dystonie chez les patients. Donc, on le fait chez les patients avec des troubles extra-pyramidaux, la tétose, la dystonie et l'ataxie. Très intéressant. Il nous a soigné beaucoup de patients. C'est une grande référence. Je vous souhaite un jour de pouvoir avoir une consultation avec lui parce que c'est vraiment extraordinaire. Une autre équipe, c'est l'équipe du Dr Giordano à l'Institut Meyer qui fait le même type de chirurgie. La différence, c'est qu'ils opèrent avec une mise en place d'un robot qui permet de placer les électrodes. Et en fait, là, c'est une patiente, Angela, qui a été opérée l'année dernière. Et là, en fait, donc ça, c'est pas un de mes patients, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu la mise en place. On met place au niveau du cerveau en fait, des électrodes et on va stimuler. Et en fait, on va voir quels sont les résultats. Là, ça, c'est un patient qui a des problèmes de dystonie ou peut-être un Parkinson, je ne sais pas. Et en fait, il vient toucher la guitare jusqu'à ce que le son sorte correctement et qu'on voit qu'on arrive à diminuer ses mouvements dyskinétiques. L'orthopédie. Alors, l'orthopédie, en fait, une des grosses problématiques qu'on va avoir, c'est que quand vous êtes avec un patient, pour un certain nombre de parents, ils vont se dire bah, tiens, c'est génial, celui-là, il marche. Nous, ça ne nous satisfait pas parce que ce patient-là ne marchera pas longtemps comme ça. Tout simplement parce qu'on pense qu'il va s'abîmer très fortement les pieds, ou que les pieds sont très déformés.
et que donc ça ne correspond pas à l'image du patient qui est en haut. C'était simplement pour vous dire que si on ne contrôle pas, vous aurez des conséquences. Donc, nous, l'idée, c'était à partir de 2014 d'essayer de comprendre pourquoi les pieds des patients qui nous venaient notamment de France revenaient avec des articulations de plus en plus bloquées. Là, vous avez un cas typique aussi d'un enfant qui n'a absolument pas de muscles au niveau des jumeaux ici. Et quand je prends le pied, je l'amène ici en dorsiflexion, en fait, j'ai pas la pointe du pied n'est pas freinée, ce qui fait que je peux toucher avec la pointe du pied ici vers le haut sur le tibia, parce qu'ici, je n'ai pas assez de muscles. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'un patient, comme vous avez sur l'image, vous le mettez debout, il y a de grandes chances que vous lui explosiez les chevilles et que les malléoles partent en arrière. Une fois qu'elles sont postériorisées, vous avez un pied qui n'est plus du tout fonctionnel. Alors, parfois, c'est parce que j'ai de l'hypotonie, parfois, c'est des suites de chirurgie pas forcément bien pensées qui consistent à faire, on en a beaucoup notamment en Moldavie, où on vient couper, ils font ce qu'on appelle des fibrotomies transversales, et ils coupent, en fait, ils taillent dans le muscle pour réduire des équins. Et en fait, on passe d'une marche sur la pointe à avoir un pied totalement déstructuré. Et ça, c'est définitif. Donc après, il faut récupérer. Ça demande de refaire des chirurgies d'arthrodèse. C'est des pieds très compliqués. Donc voilà, ça, c'est des pieds compliqués. Donc on travaille avec un hôpital et son équipe d'orthopédistes. Et on s'occupe de faire ce qu'on appelle des orthèses dynamiques. Donc, c'est un système qui vient des États-Unis, qui est un concept en fait de faire des, des orthèses qui essayent de récupérer comment on appelle ça? Les caractéristiques que vous auriez sur un pied. Il vous faut à la fois de la coaptation, donc que ça tienne, mais aussi de l'élasticité. C'est ce que vous avez sur une cheville normale. Donc, le problème, il est que si vous avez des orthèses trop raides, eh ben, vous aurez trop de coaptation, vous perdrez l'élasticité, ça vous imposera mécaniquement en fait une compensation au-dessus, c'est-à-dire une compensation genou et hanche. Si c'est trop flexible, il n'y a pas de coaptation et donc j'ai pas de contrôle. Et donc il faut trouver, on va dire, un bon équilibre entre tout ça, et tout ça c'est parce qu'on arrive à avoir des plastiques assez fins. Je vais vous montrer. Attends, on va peut-être faire ça comme ça. Je vais vous montrer sur Instagram. Une seconde. Je vais vous le montrer. Alors, attends. Instagram. Alors, je vais vous montrer ici. J'ai pas. On les a là. C'est pour que vous voyez en fait que vous compreniez l'épaisseur des plastiques. Alors, attends, bouge pas. Voilà. No, menos mal que vengo ahí para echar un cable, ¿eh? Menos mal. ¿No? Ay, si es que es más bueno hoy. Sí. Donc là, ici, on moule les Mira, que viene plastiques sur quelque chose de chaud. Hola, ya, tranquilo. A ver. Así. Là, on va mettre Ayudante, des Dios motifs. mío. Ça, c'est une plaque qui est chaude, ici, à ce niveau-là. Et ensuite, on va prendre à deux, on a des gants à haute température. On va prendre à deux, en fait, ce gel, qui est un plastique. L'épaisseur va dépendre du poids du patient. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'à deux, cette forme de gel qui est très fin, on va le placer sur un négatif qui est en plâtre ici. Là, vous voyez, et ça, c'est l'orthèse. On voit pas, on a que ton écran Là, PowerPoint. on va aspirer pour faire le vide. On voit pas? Tu vois pas? Non, on voit pas, on a que l'écran du...
D'accord. Attends, je reviens en Menos arrière. mal que vengo ahí para echar un cable. Attends. Là, vous voyez là? Non. Non. Là, vous voyez? Non, c'est toujours le diapo. Quoi? Le diapo? Mais vous la voyez, non? Là, on voit les groupes d'orthèses. Ok, bah, sur Instagram, ça passe pas, désolé. Là, vous voyez là, non? Bah, toujours le diapo, quoi. Oui, Ah, toujours. Ok. Bah, on va continuer sur le diapo. On peut pas voir les images sur Instagram, je suis désolé. Ok. Alors, attends, on continue. Alors, là, on revient en arrière. Donc là, on choisit en fait un certain nombre on choisit les orthèses en fonction des nécessités des patients. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas les chaussures de ski de fond, c'est pour faire du ski alpin, etc., etc. Donc, en fonction des capacités en fait du patient, on va choisir une orthèse en fonction du type de sport ou du type d'activité qu'il peut faire. Alors, ça, c'est une grande spécialité. C'est pour ça que souvent, j'en parle aux étudiants en disant, écoutez, on est les seuls à faire une préparation des pieds avant moulage. On prépare les pieds, on corrige au maximum les pieds et ensuite, une fois que le pied est au maximum corrigé, on fait un moulage à chaud, c'est-à-dire qu'on prend des bandes de fibre de verre et on moule directement en fait le pied une fois qu'il est corrigé là à chaud et on fait un moulage, on cristallise le pied dans son maximum de correction. Une fois que vous avez ce moulage qui est fait, on coule du plâtre dedans et on obtient des orthèses. On fait la même chose avec aussi les thorax pour faire des corsets souples. Vous voyez? Donc là, en fait, on met du papier film. Ensuite, on met des bandelettes autour du patient. Et quand on finit, on coupe le corset. Et là, vous avez un corset qui est, c'est une des premières phases. Il commence à être préparé. Et donc, vous avez des corsets qui sont souples, qui sont dynamiques. On peut le faire aussi avec des systèmes de scan. Le gros avantage du scan, c'est que ça nous permet de voir à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, et d'être assez précis. Ensuite, c'est envoyé un robot qui vient couper dans de la mousse pour pouvoir justement faire des négatifs. Là, c'est un corset. Donc, c'est retouché en ordinateur par rapport aux radios du patient. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des corsets ou des orthèses qui sont faites en 4 jours. Sur les corsets qui sont souples, vous avez des corsets qui sont souples qui gagnent jusqu'à 15 degrés en fait sur les scolioses. Et un truc qui est super important aussi, c'est de ne pas hésiter à demander à vos patients, quand vous avez des patients qui viennent à la consultation avec que ce soit des orthèses au niveau des pieds ou que ce soit des corsets pour le dos, de demander des radios en fait avec et sans. Pourquoi? Parce que je me retrouve très souvent avec des patients qui viennent avec des corsets, des garchois, des corsets très épais. Et en fait, quand vous demandez à Barcelone une radio, on se rend compte que ça ne fait aucun effet. Donc, si le corset ne fait pas d'effet parce qu'il n'épouse pas suffisamment le dos, ce n'est pas la peine. Deuxième chose aussi qui est importante, c'est que quand vous allez prendre un corset, il faut absolument que vous le regardiez dans le corset. Quand vous regardez dans le corset, il faut absolument, quand vous avez une scoliose, que vous ayez en fait des courbes qui soient dans le corset pour pouvoir pousser sur ce qu'on appelle les gibbosités. C'est-à-dire que si j'ai une scoliose qui est ici, je vais devenir pousser ici. Ce qui fait que vous, quand vous regardez dans le cylindre, si c'est quelque chose de cylindrique et que vous ne voyez pas de vagues dans le cylindre qui viennent corriger, il n'y a aucune correction. Hein. Donc l'idée, c'est que vous allez prendre en fait le cylindre, vous allez regarder dans le cylindre, ici, il faut absolument que dans le cylindre, vous voyez, vous, des paramètres de correction qui soient inscrits. Hein, et qui doivent normalement correspondre aux courbes que vous avez sur les radios. Hein. Si ça, vous ne l'avez pas, c'est-à-dire que nous, c'est le premier truc qu'on regarde. On regarde en fait les corsets, on les regarde du haut vers le bas. Si j'ai quelque chose de cylindrique, je n'ai pas de correction. Si je n'ai pas de correction, il n'y a pas d'effet. C'est QFD. Alors, l'optométrie comportementale. Alors, l'optométrie comportementale, c'est super important parce qu'on s'est rendu compte qu'un tas de patients en fait, ne voyaient pas correctement. Alors déjà, la première chose, c'était, moi, pendant des années, je me suis posé la question de savoir comment on pouvait faire des visites ophtalmiques sur un patient qui ne communique pas verbalement. Je
je me dis, bah, tiens, comment ils arrivent, s'il n'y a pas de communication du tout, à être très précis dans les corrections qu'on va proposer. À part le faire à la louche, je ne vois pas trop. Et souvent aussi, il y avait quelque chose qui nous attirait l'attention, c'était de voir que finalement, on avait beaucoup de patients qui se retiraient systématiquement les lunettes comme si ça les gênait. Donc, on se posait la question de savoir, bon, ils ont vu des spécialistes, donc j'imagine que ça doit le faire. Et on a découvert il y a quelques années l'optométrie comportementale, en anglais on dit behavior optometry, qui consiste en réalité à prendre en considération non pas que certaines voies visuelles, mais toutes les voies visuelles et notamment l'oculomotricité. Donc on appelle ça les voies parocellulaires. Et attends, elles sont ici. Donc dans les voies parocellulaires, ce qui est intéressant en réalité, c'est qu'on va s'intéresser au où par rapport au quoi. Vous, quand vous faites des lunettes, on va s'intéresser à comment vous interprétez ce que vous voyez une fois qu'on vous a corrigé en fait. Quand vous prenez en fait un objectif et que vous faites, je ne sais plus comment on dit, c'est pas que vous affinez, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est quand vous prenez, en fait, vous faites le point, voilà, quand vous faites le point avec les yeux, ça c'est ce qu'on fait quand on va chez un ophtalmo. Le problème, c'est que si par exemple je vous demande de décrire la couleur de l'inscription qu'il y a ici, il faut que vous, avec vos yeux, vous soyez capable d'aller jusqu'à la couleur. Si je vous demande de décrire en fait la couleur du mur que j'ai derrière, il faut qu'avec vos yeux, vous soyez capable d'y aller. Une fois que vous allez aller sur le point que je vais vous montrer, là, vous allez être capable ou pas de faire le point pour décrire exactement la forme, la couleur, mais parce que vous avez été capable d'y aller. Donc, c'est la différence entre le où et le quoi. Or, on se rend compte qu'on a un certain nombre de patients qui ont des problèmes oculomoteurs sur un des deux yeux, voire les deux yeux, voire ils ont des héminégligences du champ visuel qui fait qu'ils ne voient pas exactement comme nous. Et surtout, ils n'arrivent pas aux objectifs de l'endroit qu'ils doivent décrire. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, il y a quand même quelque chose d'intéressant à faire par rapport à ça. Deuxièmement, on s'est rendu compte qu'il y avait des lignes verticales. Là, vous avez derrière moi, vous avez une fenêtre avec des lignes verticales. Imaginez que ces lignes verticales soient décalées. C'est le cas typique. Vous êtes en train de conduire, il y a quelqu'un qui vient en face de vous et en fait, il est du côté. Il a mangé la ligne blanche, il est de votre côté. Ça se trouve, c'est pas qu'il ne sait pas bien conduire. Ça se trouve, en fait, ces lignes horizontales sont décalées et lui, il est de votre côté en pensant qu'il est du bon côté. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous important. Donc là, vous avez une démonstration ici avec un patient. Donc en fait, on lui a mis en fait, une inscription sur la fourchette sternale ici, une inscription sur la mandibule. À ce niveau-là, on voit qu'il y a un décalage entre la fourchette sternale et la mandibule avec une tête qui est décalée. Et quand on lui met en fait des lunettes avec des prismes, on voit qu'il est capable de réaligner en fait les deux bandes pour arriver en fait à aller dans l'axe. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une influence importante des forces montantes et descendantes. Vous voyez que c'est un patient qui a un corset. Et en fait, on se rend compte que si on avait des capteurs le long en fait du thorax de pression, on se rendrait compte que quand il est comme ça, en fait, il a une rotation vers la droite et ça impose une latéroflexion vers la gauche. Et donc, on a une scoliose qui est aggravée par ce problème descendant. Et dès qu'en fait, on lui remet, en fait, il réaligne le reste de la colonne. Ce qui fait que les forces en présence diminuent tout simplement parce qu'on retire une des causes qui est céphalique caudale. Et pour nous, c'est important parce que, encore une fois, les scolioses, ce sont des rencontres de forces. Si on diminue en fait ces forces, on diminue donc les scolioses. Donc, avant de faire des chirurgies, avant de faire des corsets, peut-être qu'il serait intéressant de faire des visites chez des optométristes comportementales et voir quel est l'impact des problèmes oculomoteurs sur l'adaptation posturale. Alors, donc ensuite, on s'est intéressé notamment à l'épilepsie. On a commencé une collaboration l'année dernière avec le docteur Battal, alors chose qui est super importante, tout simplement parce qu'on a beaucoup d'enfants qui ne sont pas stables. Stabiliser des enfants, c'est compliqué et surtout, ça demande quelque chose de très méthodique. C'est-à-dire qu'il faut absolument que face à des crises qui surviennent, il faut absolument que le patient puisse avoir régulièrement en fait, un feedback et soit en communication régulière avec son épileptologue. Ce n'est pas souvent facile à mettre en place
Il faut que les gens soient réactifs, les médecins puissent être réactifs dans la mesure du possible. Alors, on s'est intéressé en fait à l'épilepsie. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a, donc là je vous donne ce petit tableau qui est en espagnol, je vais vous l'expliquer. En haut, quand vous avez une épilepsie que vous venez de diagnostiquer, en fait, on va vous proposer une monothérapie. Dans 47% des cas, elle va être efficace, c'est-à-dire qu'avec un médicament, dans 47% des cas, on match et on arrive à éviter les crises, on arrive à stabiliser le patient. Si on voit que le patient continue à en faire, on lui propose une deuxième monothérapie associée ou pas avec un deuxième médicament. Et là, on a 13% en fait des cas qui sont améliorés. Et on arrive à 60% des cas qui sont libérés. Et après, si on voit que ça ne fonctionne toujours pas, le patient devient ce qu'on appelle pharmacorésistant, donc il nous reste 40%. Et si on arrive en fait à trouver autre chose, il ne reste que 10% en fait des patients qu'on arrive encore à aider en proposant des thérapies non pharmacologiques. Et donc, on arriverait, si vous voulez, à un total statistiquement de 70%. Donc, 60% traités entre le premier médicament, voire le deuxième médicament. Et si on n'arrive pas à les traiter avec ces deux phases-là, on passe à un autre type de possibilité et on en récupère encore 10. Donc, ça veut dire qu'on a 30% des gens qui sont totalement pharmacorésistants et qu'on n'arrive pas à aider. Alors, une autre technique qui est intéressante, c'est la technique une technique qui est reconnue depuis maintenant 4 mois aux États-Unis, qui est utilisée dans les services hospitaliers aux États-Unis. C'est les services de traitement par aimant, où en fait on va travailler directement sur les problèmes d'inflammation intestinale qui peuvent être dus à des parasitoses ou des virus ou des bactéries. C'est une technique qui a été développée par le professeur Goetz, qui est un médecin mexicain. Il y a des thèses doctorales en médecine qui ont été publiées. Donc c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Encore une fois, depuis 4 mois, les systèmes sanitaires aux États-Unis ont commencé à le mettre en place dans les hôpitaux. Donc il y a une reconnaissance des systèmes sanitaires classiques via ce genre de technique. Alors pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que dans ma génération, nous, quand on était petits, on se faisait très régulièrement déparasiter tous les ans. En même temps qu'on déparasitait les chiens et les chats à la maison, tout le monde y passait. On prenait nos cachetons une fois tous les 15 jours et en 2 prises, c'était fait. Et tout le monde se faisait déparasiter. Avec le temps, votre génération pense qu'il y a une relation directe entre votre hygiène personnelle et les parasitoses. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir la plupart du temps. Ça peut être dû à des fruits et légumes mal nettoyés. Et en fait, vous avez des hôtes. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, votre chien qui a un bol de croquettes sur la terrasse et vous avez des pigeons et ils viennent manger dedans, et bien les pigeons, ça se trouve, ils font caca dans le bol de croquettes. Votre chien, il mange le bol de croquettes avec du caca. Ensuite, votre chien, il vous lèche. Et en vous serez porteur de parasites qu'ont les pigeons alors que vous n'avez aucun contact, vous, avec les pigeons. Et ça, c'est important parce qu'on se retrouve avec beaucoup de patients, notamment les pharmacorésistants, qui, lorsqu'ils on leur applique une thérapie de part biomagnétique, donc de champs magnétiques, donc des aimants assez puissants sur des zones testées, on arrive à voir qu'il y a une exonération, il y a une élimination dans un certain nombre de cas de parasites, donc on les retrouve dans les selles. Et en plus de ça, on voit qu'en ayant diminué en fait l'inflammation, la résistance à la palpation abdominale diminue. Et c'est des enfants qui souvent, pendant 1 semaine, voire 15 jours, n'ont pas du tout de crise d'épilepsie. Donc, ça prouverait ou ça tendrait à prouver qu'une partie en fait, des réactions épileptoïdes serait sous-tendue par une inflammation intestinale. D'où l'intérêt de continuer dans cette voie-là. Le gros intérêt en fait, de cette technique par rapport à une prise de médicaments, c'est qu'elle n'est pas invasive, elle est extérieure, elle peut être refaite autant que se faire se peut, et que nous, on pense que c'est une piste assez intéressante pour le futur des enfants qu'on traite. Donc là, en fait, le problème, c'est que vous, quand vous prenez un flux vermal, ce que je vous disais avant, là, vous avez une image, vous prenez un flux vermal, qu'est-ce qui fait le flux vermal quand vous le prenez? En fait, vous venez couper les queues. Et en fait, les têtes, elles restent accrochées dans les villosités intestinales. Donc, c'est quoi une tête de ténia? C'est cette tête qui est très sympathique, par exemple, que vous voyez ici.
qui mord la profondeur des villosités. Une fois que c'est attaché, c'est comme un tic, ça ne sort pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez coupé les queues, ça revient. Les queues, vous repoussez parce que les têtes sont encore dedans. Les ondes de choc. Alors, technique intéressante. Il y a, depuis 2005, vous avez, ils avaient 27 publications qui ont été publiées. Nous, on a fait la 27e en mois de février 2019 sur l'impact des ondes de choc radiales sur la fibrose musculaire. Technique qui malheureusement n'est pas applicable par les ostéopathes en France, ça doit être les kinés qui le font. Donc technique fortement intéressante tout simplement parce que elle nous permet en fait de créer, on a 3 effets en fonction en fait des paramètres que vous choisissez en régulant en fait la pression en termes de barre et la fréquence. Donc on va avoir 3 types d'effets intéressants. Vous allez avoir un effet de cavitation où ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de l'angiogénèse et on vient revasculariser des zones qui sont rendues sèches. C'est qu'à partir du moment où un enfant ne peut pas étendre le bras, toute la partie ici sur le muscle, en fait, n'étant pas activée, en fait, va s'épaissir. Donc, on a un changement en fait du pH local. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un épaississement en fait des bandes hélicoïdales de non-extension. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette machine-là? On vient percuter en fait la zone donc, à la main. On vient situer les zones qui sont les plus épaissies. Pour vous ayez une idée, c'est comme si vous aviez un tenseur de fascia lata, donc une zone très blanche. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on vient vasculariser, on vient nourrir la zone avec ce percuteur pour justement lutter contre le manque de mobilité. Deuxième effet, c'est quand vous allez couper, c'est quand on a des pressions qui sont hautes et des fréquences qui sont basses. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient désépaissir le fascia un peu à l'instar de ce que vous retrouvez avec des myoténofasciotomies. Troisième effet et dernier effet, vous avez un effet en fait sur, on appelle ça un effet de thixotropie, qui est un effet en réalité qui, lorsque vous maintenez une pression maintenue sur un tissu, vous changez sa mémoire tissulaire. Donc le simple fait en fait de maintenir une pression, on a des manomètres qui nous permettent de savoir à quelle pression doit être exactement, pendant au moins 90 secondes, vous changez la mémoire du tissu. Et ça nous donne un travail de proprioception assez intéressant. Encore une fois, je vous réoriente sur les travaux et les bouquins qui ont été faits par M. Guimberteau, Dr Guimberteau, qui est un chirurgien esthétique à la base, qui a beaucoup publié là-dessus et qui a fait des livres super intéressants sur la réorganisation et la compréhension de la réorganisation du fascia et les problèmes de tenségrité, qui est une base, à mon avis, très intéressante du travail de l'ostéopathe moderne. Donc là, en fait, vous voyez sur la vidéo, la photo d'avant, on a un patient avant les ondes de choc sur le tapis bleu où en fait, il a une tétraparalysie spastique, donc il a les 2 bras qui sont bloqués comme ça et on a décidé en fait le premier jour de faire un essai juste sur ce bras-là. Et donc, on a travaillé sur le grand pectoral, on a travaillé sur le biceps brachial, on a travaillé sur le rond pronateur et on a travaillé sur la palme de la main et on n'a pas travaillé sur la main opposée. Donc, on lui a fait une séance, ça a duré 1 heure. C'était le lundi et le mardi, au bout de 24 heures, on s'est rendu compte qu'on lui demandait de lever les 2 mains. Là, celle-là a été bloquée et l'autre, elle a été totalement libérée. Alors pour nous, c'était une petite révolution, tout simplement parce que c'était des choses qui pouvaient se faire en cabinet et que, à la base, la problématique pour arriver à ce genre de résultat, c'est que vous aviez l'obligation de passer par de la chirurgie. Problème et avantage de la chirurgie, c'est que quand vous faites de la chirurgie, c'est efficace. Le problème, c'est qu'il est endormi. Donc, c'est la chirurgie à cause de l'anesthésie, c'est l'anti-effet thixotropie. Si je vous endors, quand vous vous réveillez, votre schéma corporel au niveau du cervelet, c'est toujours le même. J'ai beau vous avoir libéré les bras, et c'est-à-dire que même si vous arrivez vous à le faire en actif ou en passif, peu importe, vous, dans votre schéma corporel, vous êtes toujours avec les bras bloqués. Et ça demande des mois de rééducation. Et ça, c'est un vrai problème. C'est le problème des membres fantômes aussi. C'est le même principe. Quand vous le faites non endormi avec des ondes de choc radiales, vous n'avez pas ces problèmes et donc on gagne beaucoup plus de temps, notamment par rapport à la proprioception. Vous retrouvez en fait sur notre site la publication qu'on a fait avec mes 3 collègues, Alba, Marc et Alex, qui devrait sortir incessamment sous peu dans une revue médicale. Donc là, vous avez en fait l'abstract qui est disponible sur notre site internet.
La minute, Halt auf der. je vais vous passer. Alors, on donne des cours, encore une fois, on est désolé, on donne des cours, mais en France, les ostéopathes, à moins que vous soyez kiné ostéopathe, on n'est pas habilité à former des ostéopathes en France, en tout cas pour l'instant. Alors là, on va passer à la dernière partie, avant de passer aux questions, en tout cas pour les quatrièmes. Et ensuite, on passera à la deuxième partie à partir de 11 h. On fera une pause de 5 minutes pour que vous puissiez aller vous désaltérer. Et on va s'intéresser en fait à une chose qui me tient à cœur, c'est le problème en fait de comment on va essayer de comprendre le patient et d'essayer un peu, comme on parlait tout à l'heure d'un paradigme, de passer d'un système nerveux à l'autre et de savoir si quand vous traitez quelqu'un, si vous êtes dans la bonne pièce. C'est-à-dire que une personne vient avec un motif de consultation, en réalité, il faut travailler avec une autre approche. Alors, l'idée, elle est que il y a quelques années, on a organisé avec un de mes collègues, recréé un cours avec un prof qui vient des États-Unis, un grand ostéopathe, Michael Kuchera, grande famille d'ostéopathes, il est MD aux États-Unis et fait beaucoup de recherches. C'est quelqu'un qui a la chance d'avoir des fonds de recherche tous les ans pour pouvoir faire avancer l'ostéopathie. Et c'est quelqu'un qu'on a fait venir en Espagne à plusieurs reprises, une fois à Murcia et une autre fois dans mon centre à Barcelone, pour faire notamment, pour donner ses cours. Encore une fois, il a des livres passionnants, je vous les conseille, Michael Kuchera. Donc là, il nous a montré durant un de ses cours, en fait, l'effet d'un pompage lymphatique sur un patient Parkinson. Donc, je vais vous le montrer. Donc là, vous avez sur l'image de gauche un patient avant la stimulation et sur l'image de droite, le patient après la stimulation de 30 minutes, qui est un pompage lymphatique, qui est un pompage que vous obtenez en réalité en prenant vos mains et vous pompez en fait sous les clavicules ou sur le thorax pour aller augmenter en fait le pompage lymphatique. Et en fait, on se rend compte que sur l'image de droite, on voit que par rapport au temps, on a un patient qui accélère, la posture est nettement changée, alors que l'autre, en fait, il est toujours en train de tourner et il galère. Et en fait, donc, je vous le remets. Donc, on a avant la stimulation, après 30 minutes de stimulation, l'image entre la droite et la gauche. Et en fait, moi, en tout cas, ce qui m'a surpris le plus par rapport aux élèves qui étaient dans cette salle-là, c'était de me dire, mais tiens, je ne sais pas ce qu'on lui a fait, je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'un simple pompage lymphatique, je ne parle pas d'un drainage lymphatique hein, comme on fait chez l'esthéticien, hein, je parle d'un vrai pompage lymphatique qui est fait au niveau du thorax, qu'on appelle les grandes pompes lymphatiques. Comment se fait-il qu'une grande pompe lymphatique ait pu autant booster un grand-père comme ça? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la lymphe lorsqu'elle est activée qui donne cet effet-là? Et en fait, moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser, à partir de 2016, j'ai commencé à m'intéresser notamment aux effets de la circulation et à qu'est-ce qu'on va trouver dans ces grandes pompes, dans ces grandes circulations de liquide. Quelles sont les choses qui vont pouvoir faire qu'on puisse avoir ce genre de super vascularisation et avoir ces effets-là intéressants, notamment sur la posture, sur l'alerte, le fait que le patient soit beaucoup plus focus, et sur la rapidité et sur le fait qu'apparemment, il y a quand même moins de risque de chute comme ça, il est quand même beaucoup mieux le papy après la stimulation. Alors, on a commencé à s'intéresser en fait à ça, on a commencé à essayer de faire des pompes lymphatiques. Un des problèmes qu'on avait, c'était le fait que c'était très fatigant. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre en place un certain nombre de choses, notamment en piscine. On a commencé à essayer de le faire aussi dans des ventilateurs, dans des centres de formation pour les parachutistes, sur l'image de haut, pour essayer de diminuer les effets de la gravité, parce qu'on n'est pas à gravité zéro, parce que pour être à gravité zéro, il faudrait qu'on soit dans l'espace. Donc on essayait de diminuer en fait la gravité, on essayait de faire des stimulations, une sorte de vague à partir des pieds, pour essayer un peu comme si vous preniez un tapis et vous le secouez pour le nettoyer parce qu'il y a de la poussière.
on essayait notamment de le faire à travers ce genre de choses. Alors, on a arrêté pour plein de raisons. La piscine, parce que j'ai placé des anciens élèves de l'ISTEA 8 heures par jour pendant 2 mois dans des piscines. Ils ont passé tellement de temps dans l'eau qu'il y en a un, il avait les cheveux, ils sont passés du brun au roux. Thomas, Aspar, qu'on a arrêté dans les ventilateurs parce qu'en plus d'être très coûteux, ça coûte 50 € les 3 minutes. Donc autant vous dire que quand vous y passez une matinée juste pour votre plaisir, ça coûte très cher. Et 2, c'est assez dangereux. On est soumis à des vents à 160-200 km/h et que vous rentrez à la maison, vous êtes cuitas les bananas. Donc on a arrêté pour une histoire de ressources humaines parce que c'était trop fatigant. Alors l'idée en fait, elle a été de me dire si j'arrive pas à créer la force, on va créer une contre-force. Et donc on a commencé à créer des systèmes où ça allait être le patient qui allait être lui-même bougé. Nous on ne devait plus créer la force, on allait devenir des contre-forces. Donc on a créé différents types de systèmes. Et quels étaient les effets? En fait, on s'est intéressé à qu'est-ce qui fait que quand vous faites du saut à la corde ou vous faites de l'exercice, vous vous sentez bien. En réalité, c'est dû à un effet de ce qu'on appelle de sécrétion d'oxyde nitrique. Quand vous avez une artère, vous avez on va dire que c'est l'artère. Avec l'intérieur, vous avez l'adventice ici. Donc, vous avez une muqueuse qui est dedans, à ce niveau-là. Et là, en fait, quand le sang, en fait, quand le liquide va circuler du haut vers le bas, vous allez avoir une friction, en fait, qui va être au sein de cette muqueuse. Et donc, cette muqueuse va sécréter, en fait, une enzyme de l'oxyde nitrique. Et cet oxyde nitrique, en fait, a des effets d'oxygénation de l'ensemble des tissus du corps entier. Donc, sur le dessin que vous avez ici, vous voyez du haut vers le bas, vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On voit qu'à l'âge de 20 ans, vos artères ne sont pas pleines de cholestérol et donc la capacité en fait, de production d'oxyde nitrique est à 100%. Quand vous avez 30 ans, la qualité va déjà changer et donc l'intérieur en fait, va se réduire et donc on est à plus de 80, il ne reste plus que 80% en fait, des capacités d'oxyde nitrique de sécrétion. À 40 ans, il ne vous en reste que 50, à 50 que 35, et à plus de 60 ans, on est déjà à 15% de capacité de sécrétion. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Plus vous vieillissez, vous avez l'âge de vos artères, moins vous êtes capable d'oxygéner vos tissus. Donc, ça veut dire que même si vous faisiez du sport, il faut absolument, si vous voulez comprendre, qu'on a un vieillissement de l'ensemble des tissus. Alors, on revient sur le rôle de l'oxyde nitrique. En fait, ce qui est intéressant dans les fonctions de l'oxyde nitrique, c'est que notamment sur le système nerveux, la sécrétion d'oxyde nitrique va vous aider dans les apprentissages, dans la mémoire, dans la protection neuronale, dans la protection de la toxicité neuronale, dans le neurodéveloppement, la neurotransmission et la perception de la douleur. Mais qu'on se rend compte que ça a des effets sur le système excrétoire, le système endocrinien, le système immunitaire, le système respiratoire, le système urogénital et le système cardiovasculaire. Et en fait, on se rend compte que ça reprend ce qu'on sait depuis toujours, l'activité physique faite d'une certaine manière vous donne la bonne santé tout simplement parce que vous vous vascularisez. C'est la sensation, et vous vous oxygénez, pardon, c'est la sensation que vous avez et que c'est considéré comme un des plus importants des neuromédiateurs non adrénergiques et non cholinergiques. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ben voilà, on va mettre des patients sur des tables qui bougent, tout simplement parce qu'on s'est posé la question. Une des problématiques qu'on avait, c'était, qu'on retrouve aussi chez les personnes âgées, c'est que qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui est handicapé, qui ne peut pas courir, ou avec une personne âgée qui, parce qu'il a des troubles de l'équilibre, des troubles de désorientation temporospatiale, de l'ostéoporose, il est sous médicaments, comment on peut leur faire de l'exercice sans danger en pédiatrie et en gériatrie. Donc, on a créé ces tables-là en fait, qui permettaient en fait, de les bouger dans l'espace et au lieu de les mettre en fait, en vertical, on les a mis en horizontal. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est que quand vous êtes en vertical pour pousser le sang des pieds pour aller jusqu'au cœur, vous avez à peu près 24 kPa. Quand vous mettez un patient sur le dos, on équilibre les pressions d'échange et on est à 12 kPa. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez moins de pression en fait, et donc vous avez une pression linéaire qui fait qu'on facilite la circulation
des liquides quand vous êtes allongé par rapport à quand vous êtes debout. C'est une loi de physique classique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé en fait dans un laboratoire et on a mis des patients. On a fait un test avant. On a attendu 30 minutes de repos et on a pris un groupe test. On les a mis pendant 30 minutes en fait. On les a checkés. Et les autres, on ne les a pas travaillés pour voir. En tout cas, on a fait un pompage lymphatique à l'arrêt. Et les autres, on ne les a pas travaillés pour voir quelles étaient les augmentations d'oxymétrique. En fait, on voit sur la courbe grise que lorsque vous ne touchez pas au patient et vous laissez en fait le drainage se faire, on a une augmentation exponentielle de l'oxymétrique, alors que quand vous faites vous-même la stimulation, j'ai une augmentation très légère. Le patient âgé que vous avez vu avant serait dans la courbe orange, ce qui donne à penser que s'il avait été, lui, sur une table comme ça, on aurait sûrement eu des résultats plus importants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Par extension, on a fait ensuite des tests avec des Parkinsoniens. Alors là, c'est un autre test. C'est un test qu'on a fait avec une fibromyalgie, une dame. Donc, on l'a mis pendant une demi-heure. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le système de table qui bouge fait qu'on a pris des dispositions pour que le patient reste confiné dans ce qu'on appelle une loi de Coulomb pour qu'elle ne soit pas jarre clair peut-être sur la table comme si c'était une pizza. Et en fait, c'est un rapport entre la distance de déplacement, la puissance du moteur et peu importe le poids que vous avez dessus, histoire que vous ayez en fait sur la partie basse de la flèche rouge un point d'appui avec le patient va pouvoir en fait se déplacer dans ce cône d'adhérence, mais ne perd pas l'adhérence et donc n'est pas expulsé de la table. Et en fait, on fait ça pendant une demi-heure. Ce qui est intéressant, en fait, imaginez, il faut vraiment vous visualiser en fait sur cette image l'artère abdominale. Et en fait, c'est sympathique patiente. Ça fait, à mon avis, très longtemps qu'elle n'a pas sauté à la corde. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? On est en train d'obliger en fait, la circulation de ces artères. On modifie aussi, on fait monter et descendre le centre phrénique. Et donc, qu'est-ce que ça fait? On crée du pompage, quoi. On pompe. Et les effets sur cette dame, sympathique dame, vous la voyez avant la stimulation et sur l'image de droite après la stimulation. Et on se rend compte qu'elle va beaucoup plus vite. Donc, elle souffre de fibromyalgie. Alors, dans la fibromyalgie, ce qui nous intéresse ici, on pense qu'il y a une cause importante de la fibromyalgie qui est due à la stase et qui est due aussi à un changement au niveau du métabolisme, notamment dû à la stase. Et donc, on s'est rendu compte que, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un effet intéressant sur le système immunitaire dû à la sécrétion d'oxymétrique. Cette dame, pendant 3 mois, n'avait pas de douleur ubiquitaire. Donc, ce n'est pas plein de sa fibromyalgie, tout simplement parce qu'elle a besoin d'exercice. Et simplement, vu son poids et son âge et ses troubles de l'équilibre, d'elle-même, elle n'allait pas en faire. Donc, on s'est rendu compte que l'effet en fait, de travailler sur ce genre de système, aller travailler sur le cœur et aller pomper l'ensemble des systèmes. En réalité, pourquoi ça nous intéresse? Tout simplement parce que quand vous faites une demi-heure de table, c'est comme si vous aviez sauté 1000 fois la corde. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on propose de l'exercice à des gens qui ne peuvent pas en faire normalement. Alors, enfin, on va passer à un dernier concept, c'est le concept du travail sur le facteur E. La vision qu'on a en fait du système nerveux central, c'est que quand vous avez en fait une lésion sur le système nerveux central, on se dit voilà, le patient est bien parce qu'il y a une prune au niveau du système pyramidal, on voit qu'il y a une tache au niveau du cerveau et on se dit tout tourne autour de ça et qu'en gros le patient il est branché dessus. Moi je l'ai cru pendant des années et en réalité c'est en commençant à travailler sur les mouvements rythmiques des patients qu'on connaissait déjà, notamment avec certaines techniques comme le roulement des temporaux, qu'on a commencé à voir qu'en réalité, il fallait qu'on s'intéresse à un concept, c'était le concept du réflexe de combat. En fait, c'est l'image que vraiment je vous demande de conserver, notamment pour les 5e, il faut que vous conserviez, c'est que vous avez, je vais vous donner cet exemple-là, si vous êtes à l'hôpital, et en fait, vous êtes sous assistant respiratoire. Cet assistant respiratoire, il est branché sur l'électricité. L'électricité, elle vient de EDF-GDF. Bien.
Imaginez qu'on décide de ne pas fournir en électricité que EDF-GDF, comme on a pu le voir il y a quelques temps, avec des gens qui trouvaient intelligent de couper des réseaux électriques sur des zones où vous avez des hôpitaux. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? L'hôpital, à un moment donné, si vous lui coupez en fait l'arrivée électrique, eh ben, vous avez un système de générateur électrique qui se met en place pour faire le relais, pour faire en sorte que le type qui est sous respirateur artificiel puisse continuer à respirer. Bien. Donc, vous avez un plan B si le gros système électrique ne fonctionne pas. Ben là, le système nerveux, c'est exactement la même chose. Quand vous avez un problème sur le système nerveux central, vous avez un deuxième système de groupe électrogène qu'on appelle le système neurovégétatif, avec le sympathique et le parasympathique, qui nous permet en fait de prendre le relais en cas d'urgence. C'est-à-dire que si vous avez en fait le rôle du sympathique et du parasympathique, le sympathique il s'occupe en fait de traiter la crise du moment, c'est l'urgence. Si vous avez un éclair qui s'abat sur vos pieds ou si on vous fait peur, vous allez réagir. Et ça, c'est la mise en place, c'est l'activation du système sympathique. Le système parasympathique, lui, il s'occupe du business of living. Il va s'occuper des choses basiques, la déglution. Il va s'occuper du rythme cardiaque, du péristaltisme. Et il va s'occuper d'un tas de fonctions basiques dont vous avez besoin pour vivre. En fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, le réflexe de combat, qu'est-ce que c'est? Face à un stress important, vous êtes avec un enfant handicapé qui est dans un fauteuil, qui ne peut pas se déplacer correctement, et vous faites rentrer dans votre pièce un lion. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous barrez en courant. Lui, il est sur place, il ne peut pas bouger. Vous avez trois options. On appelle ça FFF. Fight, or fly, or freeze. C'est où vous vous battez contre le lion, ou vous vous barrez, ou vous êtes paralysé par la peur. Vous avez ces trois options. L'enfant, il ne peut pas se battre, il ne peut pas se barrer, et donc il va être forcément paralysé par la peur. Et donc, on va avoir un facteur E beaucoup plus important chez une personne qui a une limitation de mouvement que vous ne trouverez pas chez vous. Et donc, ça veut dire qu'on a un enfant qui est en permanence en train de sécréter de l'adrénaline, on a un patient qui est en permanence en train d'activer ses surrénales. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le moins de petits bruits, machin, ils sont en alerte permanence. Ce n'est pas des détendus. Et c'est pour ça que vous allez retrouver des patients qui ont des problèmes d'hyperacousie. Donc là, je vous ai pris un exemple. On s'est dit, OK, on va essayer de diminuer ces... Attends, c'est pas là. On s'est dit, OK, on va voir si on va soumettre le patient à une stimulation prolongée au niveau des si on stimule pendant un certain temps, en fait, vous m'entendez? Attends. Alors, on a pris en fait une patiente et on est parti peut-être il fallait changer le paradigme. Ça nous a amené une réflexion. Qui est-ce qui a dit qu'une séance d'ostéopathie devait durer 45 minutes ou 1 heure? Qui est-ce qui a dit qu'une séance de kiné devait durer 30 minutes? Aujourd'hui, on vit dans une société, on essaie de rationaliser notre vie en société pour que, à l'époque, on changeait l'heure d'été, l'heure d'hiver pour faire des économies d'énergie. Donc, on essaie de vivre dans une société qui est rationnelle et donc on essaie de rationaliser. Le problème, c'est quand vous êtes face à des histoires non rationnelles, avoir manqué d'oxygène à la naissance, c'est pas rationnel. Faire que des enfants naissent morts et que vous les réanimez au bout de 10 minutes et ils n'ont pas de conséquences ni de séquelles par rapport à d'autres qui sont nés sans problème et qui, eux, développent des problèmes, là, il y a quelque chose qui n'est pas rationnel. Donc, dans ces histoires-là, n'essayez pas de faire du rationnel avec du non-rationnel. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours important, il faut toujours que vous le gardiez en tête, c'est de leur proposer des choses qui ne soient pas rationnelles. Si vous voulez arriver à des résultats, il faut ne pas être rationnel. Il faut justement ne pas hésiter à essayer des choses pour voir si quel effet ça a. Donc, moi, je suis parti du même principe. J'ai pris une enfant qui a une tétraparasie spastique qui est dystonique
et qui, en plus de ça, a des problèmes d'hyperacousie assez importants. Donc, vous voyez sur l'image à T0, celle qui est en rouge, cet enfant, sa maman est derrière, donc elle est en confiance, elle la connaît. Elle la met assise et on va voir. Sì, sì. Alors, vous voyez, elle est ici. Elle a un facteur E qui est important. Hop, paf, elle part dans son schéma d'opisthiotonos, tout simplement. Et vous voyez, dès que la mère, elle tape des mains, paf, elle est bloquée. C'est-à-dire que le facteur E est tellement important qu'elle est en réflexe de défense et elle ne peut absolument pas contrôler. Et alors, ce réflexe de défense, c'est quoi? C'est je me durcis si jamais je chute ou si jamais on veut m'attaquer. C'est la seule option qu'elle est là pour survivre. C'est ça. Ça, c'est un réflexe archaïque qui est très présent. Mais on se rend compte que chez elle, le facteur E est très important. Alors qu'elle est en confiance, le moindre petit frottement fait que, hop, elle part dans son schéma et vous voyez la peur qu'elle a sur le visage. On a pris cette même patiente, on l'a stimulée pendant 30 minutes pour essayer de la percer. C'est-à-dire que c'est quelque chose que depuis la nuit des temps, les gens font en pleine nuit quand ils se lèvent en pleine nuit pour tranquilliser un enfant. Vous avez un enfant qui est trop dans le sympathique. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le bercer d'une certaine manière pour augmenter le parasympathique et équilibrer en fait ce qu'on appelle cette dystonie neurovégétative. Si j'ai un excès de sympathique, l'enfant il est énervé, il est stressé, il a des réactions en fait qui sont non appropriées. Qu'est-ce que je fais? Je vais augmenter mon parasympathique en le berçant latéralement pour essayer d'augmenter et d'équilibrer, donc de calmer l'ensemble des deux pour arriver à un équilibre. Donc, cette patiente qui a ce problème-là, on l'a fait pendant 3 heures d'affilée. Au bout des 3 heures, vous avez l'image du milieu où vous voyez que la maman, elle tape des mains. Et alors qu'elle tape des mains, on n'a plus la réaction que vous aviez avant. Donc, ça prouve qu'en ayant travaillé un certain nombre de temps avec le temps adéquat, on est arrivé à diminuer ce facteur. On s'est dit, OK, on va la suivre, elle va rentrer chez elle et on va voir si cet effet perdure. Alors, on est mieux qu'à T0, mais vous voyez les mains, on recommence un tout petit peu. Elle a eu une stimulation de 3 heures. On pense que c'est quelqu'un qui peut-être pourrait bénéficier d'une stimulation régulière toutes les semaines pour essayer de conserver ce qu'on a donné. Donc là, ça veut dire qu'on tient du doigt quelque chose qui, pour nous, nous intéresse. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'importance de pouvoir travailler sur le système neurovégétatif pour essayer de mieux comprendre le système nerveux central. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait sur des patients où quand on veut travailler, on essaie d'intégrer des réflexes archaïques ou par exemple ici le réflexe de Babinski, on va déjà bercer le patient pour réduire l'impact du système orthosympathique pour essayer de pouvoir diminuer le facteur E et que le patient soit le plus zen possible pour pouvoir intégrer correctement en fait, les choses qu'on lui enseigne et qu'on veut connecter. Donc ça, c'est le dernier modèle qu'on a pour la maison de retraite. Et enfin, je terminerai sur la métapédagogie rapidement. Je ne passerai pas les vidéos, ça fera partie d'un cours l'année prochaine que les 5e se sont déjà farcis et que c'était très long, je ne vais pas le refaire. Je pense qu'ils sont tous contents. Bien. Pendant des années, on a travaillé en fait sur le corps en ne prenant pas en considération l'esprit de nos patients, tout simplement, pour une raison simple, c'est que chacun son cœur de métier et que moi j'ai considéré pendant des années que j'imaginais qu'à l'école on allait donner les moyens au corps enseignant pour pouvoir personnaliser au maximum la prise en charge des patients handicapés et que il n'y avait aucune raison de s'intéresser plus que ça parce que je pensais qu'ils allaient faire correctement les choses. Et il y a quelques années, on a reçu des patients très autistes qu'on n'arrivait pas à faire avancer parce qu'il n'y avait aucune communication avec eux. Et donc, on les a orientés sur une technique qui vient de Roumanie, qui s'appelle du Feuerstein, qui s'occupe de métapédagogie, qui s'intéresse aux intelligences multiples de Garner développées dans les années 80. Aujourd'hui, il y a 8 types d'intelligence multiples. Alors que ce soit l'intelligence visio-spatiale, interpersonnelle, intrapersonnelle, physique, nature, etc., etc. Donc, en gros, ça veut dire que c'est comme si vous aviez, il y a 8 langues en fait,
que vous pouvez être bon dans une des 8 langues. Et en fait, si je vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas, eh ben, vous n'allez pas participer. Si maintenant je me dis, bah, tiens, lui il parle russe et je vais m'adresser à lui en russe, d'un coup d'un seul, je vais dire, tiens, finalement, bah, il capte beaucoup plus de choses que je pensais, tout simplement parce que j'étais capable de trouver la langue que lui savait parler. Et en réalité, c'est pour nous vachement intéressant parce que tout à l'heure, on vous expliquait l'idée de cette matrice en fait, avec ces Rubik's Cube qu'on changerait. Et en réalité, ce serait un cube avec un. Ce serait même pas un octagone, il y en a beaucoup plus que ça. C'est des centaines de facettes. Mais en tout cas, dans les intelligences multiples, d'un coup d'un seul, on se rend compte que lorsqu'on est capable de proposer en fait, à un patient des exercices, ou en tout cas quand il va comprendre ce qu'on attend de lui parce qu'on lui parle dans la langue que lui il comprend, et bien d'un coup d'un seul, il progresse. Et donc, ça revient un petit peu avec la même logique que ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le problème d'occlusion, c'est de vous dire que jusqu'à présent, on était bloqué en pensant que la plupart du temps, la problématique du patient, elle était centrale due à la lésion. Et en réalité, on se rend compte qu'on a un vrai problème de ce qu'on appelle de médiation. Si on n'est pas capable de trouver l'outil pour faire une médiation correcte entre vous et le patient, il va prendre du retard. Donc, ça veut dire que c'est pour nous un espoir extraordinaire. Et nous, on a commencé une collaboration avec un centre spécialisé en France à Belfort, Christine Meyer. Et ça nous donne un espoir fantastique, tout simplement parce que on pense que les patients vont vigrement progresser. On voit déjà un retour intéressant parce qu'on a une approche qui est sur l'esprit et que vous avez des phénomènes de structuration un peu comme dans un flipper où en fait quand vous tapez sur le flipper, la bille elle part d'un côté et de l'autre et on a certaines acquisitions motrices qui apparaissent parce qu'on a travaillé sur l'esprit et certaines choses qui apparaissent dans l'esprit parce que vous travaillez la partie moteur. Et en fait, on va faire du corps et de l'esprit, on va essayer d'en faire qu'un seul. Et pour nous, on est super motivés parce que c'est une réorientation totale de notre travail. On va pouvoir mieux comprendre, mieux communiquer avec les patients pour essayer de trouver encore et encore et encore du mieux chez nos patients. Voilà. Donc là, vous avez les intelligences multiples de Gardner, ici, que vous retrouvez sur Internet sans problème. Feuerstein, c'est la référence. Donc, chez eux, en fait, le résultat n'est pas l'objectif, mais trouver les processus pour y arriver, oui. Alors, je ne sais pas si on peut passer aux questions. Avant qu'on passe à la deuxième partie sur la génomique et ensuite sur de la comment on appelle ça, sur de la sémiologie, ça fera partie. Donc, une fois qu'on aura passé des questions, on va passer au attends, on va voir comment on peut faire. On va essayer de arrêter de partager l'écran. Attends. On fera une pause de 5 minutes et vous serez obligé de vous connecter. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés à l'école. Ok, arrêtez de partager l'écran. Donc là, on a. Alors, s'il y a quelqu'un qui a des questions, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il faut que vous leviez la main. Alors, encore une fois, si vous avez des questions, levez la main, j'y réponds. Si vous n'avez pas de questions, levez-vous. On va faire une pause. Pas de questions. Pas de questions. Des questions, pas de questions. Pas de questions. Non. Ouais. Attends, j'en ai une là. Quelqu'un a une question? Pas de questions. Muet tous, activez les muets. Alors, j'active les muets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je les envoie par mail. Non, ça va. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Ça fait un plaisir. C'est la première fois qu'on le fait comme ça.
première fois qu'on le fait comme ça, je suis désolé. C'est la première fois qu'on le fait comme ça. J'espère que c'était bien. C'est un peu compliqué pour nous parce qu'on n'a pas de retour visuel. Essayez de ne pas tous couper les caméras, c'est bien. Parce qu'en ayant un retour visuel, c'est plus facile pour nous de voir si vous comprenez, si je vais trop vite ou pas. Sinon, on le fait un peu à l'arrache. Et bien, écoutez, rien. Juste pour vous dire qu'on est tous cloisonnés chez nous avec le coronavirus, qu'on espère que ça va passer rapidement. Essayez d'être sérieux par rapport à ça. Et puis que ça passe. OK? Bon courage les filles, à bientôt. Et puis en plus, ça me permet de voir qu'il y en a qui vivent dans des très beaux pavillons. Je sais pas, il habite Solène Cochet, mais c'est très beau. Attends, Solène Cochet, rétablir le son. Qu'est-ce que tu veux dire, Solène? C'est dans le sud. Dans le sud. Ouais. Très bon parti, les messieurs. Vous avez vu, j'avais le bâtisse en pierre taillée. C'est à tes parents, c'est pas à toi, non? Non, c'est pas à moi, non. Ça marche bien l'ostéopathie dans le sud, hein. Vous avez vu, il faut y aller. Bon. Je vous dis à bientôt. Celle-là, je la déconnecte et on se rebranche dans 10 minutes sur la deuxième. OK? Ok. Ça marche. À tout de suite.